Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Voilà, donc on va écouter des histoires aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Allô, bonsoir DMG, comment allez-vous? En fait, c'est Empereur depuis le Gabon, dans la ville de Port-Gentil. J'appelle, c'est pour raconter une histoire en fait. Une histoire que je vais intituler La fidélité par possession mystique. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde, tous les auditeurs, et pour inciter les gens à commenter, partager et liker. Bien, en fait, l'histoire, en fait, se passe dans une ville, enfin, à Libreville, à l'époque, j'étais au secondaire. Donc, en fait, l'histoire, on va la décomposer en deux. Donc, mais c'est similaire, en fait. Ça se rapporte au même sujet. Alors, donc, j'étais, à l'époque, à Libreville, j'étais au secondaire. Donc, on était en classe de première S. J'avais un collègue, en fait, avec qui on était dans le même groupe de travail. Et dans le groupe de travail, enfin, dans la même classe, en fait, il y avait aussi il y avait une fille, en fait, qui l'appréciait bien, mais qui a grandi, enfin, une nationalité béninoise, mais qui était fiancée. Bon, ça, nous, on ne le savait pas. C'est parce que c'est après qu'on l'a su. Alors, donc, la fille lui plaisait bien, il laguait la petite, faisait des avances. La fille jouait les cales, en fait, elle refusait à chaque fois parce qu'elle était fiancée. Donc le gars il insistait, il a insisté, à un niveau, jusqu'à un niveau où la fille, bon, elle s'est laissée faire. Elle a accepté. Donc on a commencé à marcher ensemble et tout. On était un bon petit groupe d'amis là. Donc on marchait ensemble et autres. Donc, le frangin, un jour, il demande à la fille le tapas. C'est-à-dire quand tu demandes le tapas à la petite, c'est l'histoire que tu connais, c'est l'homme et la femme dans la chambre. Donc il demande ça à la petite. Bon, la petite et tout, elle est un peu hésitante, le frangin insiste, elle finit par céder. Voilà, il se donne rendez-vous pour le jour suivant pour aller chez lui. Alors donc on sort des cours, lui il est avec la petite, on habite dans le même quartier mais pas vraiment au même endroit parce qu'on était tous au quartier de Anzeng. Donc la petite et le frangin prennent la direction de son domicile. On se sépare au carrefour, chacun prend sa route. Le frangin amène la petite en case. Arrivé à la maison, il offre un pot à la petite. Il regarde s'il y a quelqu'un à la maison, il n'y a personne. Il est seul avec la petite, donc il prend la petite. Après avoir pris le pot, ils vont à la chambre. Ça commence les préliminaires. Il caresse l'histoire. À un moment donné, la petite, sans le plaisir monter, elle se déshabille. Le frangin se déshabille. Le frangin, quand il se rapproche de la petite, il l'embrasse. Quand il va aller plus loin, la petite sent que la petite rentre en transe. Elle se met à trembler et tout d'un coup, ses yeux deviennent blancs. Donc le noir de l'œil, on ne voit plus, tout devient blanc. Le frangin se dit, mais ça c'est quelle histoire? Il n'avait jamais vu ça auparavant, c'est quelle histoire? Donc il sort de là-bas en panique. La chance qu'il a eu ce jour-là, c'est qu'il y a son petit frère qui est rentré des cours et il explique l'histoire à son petit, que non, là-bas, j'ai une femme, il y a une go dans la chambre et tout, voilà ce qui se passe, elle est en transe, tout ça. Le petit, quand il vient, il regarde, il ressort de la maison, il prend l'herbe et tout, quelques trucs, des bougies, machin. Donc, il va dans la chambre, il allume, il fait des incantations. La petite se calme, elle revient à elle, il prend les œufs, il casse sur sa tête, je sais pas, il a fait des rituels. La petite est revenue en elle, et c'est là que la petite lui explique, bon écoute, elle s'est fiancée, et son fiancé, lors des fiançailles, on lui a collé un esprit.
qui la surveille, qui fait en sorte que si jamais un homme autre que son fiancé essaie de monter sur elle, l'esprit se manifeste. Donc là où elle est là, cette fille-là, elle n'avait pas la possibilité de tromper son fiancé. Donc voilà comment l'histoire s'est arrêtée, la première histoire. Donc chacun a pris sa route. Bon, maintenant ça se regardait, c'est bonjour, ça s'est arrêté là. Maintenant la deuxième histoire, c'est aussi un frangin du quartier avec qui j'ai grandi. Donc lui, dans le quartier, comme il a dit, c'est non seulement un bel homme, mais puis il a les gens marqués, et les femmes elles aiment bien ça. Donc il y a une fille du quartier qui l'appréciait bien, et la fille aussi l'appréciait. Mais elle était mariée à une femme béninoise toujours. Donc il drague la petite. Bon, la petite elle faisait les calmes, non, je suis un peu marié, je suis marié, je ne peux pas. Le frangin il insistait parce qu'il savait que la petite aussi était dedans. Elle était naze de lui en fait. Donc la petite à un moment donné elle finit par céder. Il se donne rendez-vous chez un frangin parce qu'on a un frangin dont le papa avait des appartements, fait des studios. Et parmi les studios il y avait un qui était libre, donc ils se sont donné rendez-vous là-bas, donc il a mis la petite là-bas. Arrivé dans la chambre, ça commence les préliminaires. Comme d'habitude, tac. Le gars se déshabille, la fille se déshabille. Parce qu'il sent que le match était chaud. Quand le parent est là-bas, il est dressé comme un i. Il vient maintenant pour entrer dans le jardin secret. Son sexe s'affaiblit. Comment ça? La petite ne se décourage pas parce qu'elle a tellement aussi envie du gars. Elle excite le gars, le gars se remet debout. Elle s'allonge. Elle ouvre le jardin secret. Mais quand le parent vient et tout, il veut monter sur l'histoire, le sexe s'affaiblit encore une deuxième fois. Le gars dit, mais comment? La fille commence à dire, non. Est-ce que tu n'as pas de problème? Non, mais écoute, j'ai pas de problème. C'est la première fois que ça m'arrive. La fille ne se décourage pas. Troisième fois encore, elle excite. Le gars fait tout ce qu'il faut. Elle s'allonge encore. Elle ouvre l'entrée du paradis. Le frangin, quand il veut venir, il vient pour monter. Le sexe s'affaiblit une troisième fois. La go lui dit, non, écoute, toi, tu es impuissant. Il dit, non, jamais. C'est toi qui as les fétiches. Vous, les bénévoles, les fétiches, vous aimez trop les fétiches. Elle dit non, jamais, tu es impuissant. Je n'ai jamais vu un homme comme ça, tu es impuissant. Le gars, il dit barré. Moi, quand je suis avec les Gabonaises, je n'ai pas de problème. C'est toi qui as les fétiches. Voilà comment le gars et la fille sortent de là-bas, chacun se rhabille, ils sortent de là-bas en queue de poisson. Ils ne se disaient plus bonjour au quartier, c'était là, chacun passait sa route. Mais la fille, avec le temps, peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans après, elle a essayé avec un autre homme. Et le même phénomène s'est produit. Elle est venue se confesser chez le gars. Ben écoute, donc voilà, c'est son mari qui a fait ça en fait pour qu'elle ne soit pas tentée, pour qu'elle n'ait pas la possibilité de le tromper en fait. Donc, la leçon des deux histoires en fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on peut se marier qui peuvent nous posséder, enfin, nous faire posséder par des esprits pour qu'on n'ait pas la possibilité de les tromper. Voilà, le danger dans ça, c'est que si jamais le partenaire décède, comment on fait? Est-ce qu'il pourra arriver qu'on puisse sortir de là? C'est la question qui est posée. Et puis aussi, bon, c'est pas que j'incite les gens à être infidèles ou bien... Non, c'est pas ça. C'est quand on se marie, on se fait confiance. Bon, maintenant, si y a un partenaire qui a envie d'aller voir ailleurs, soit il demande le divorce ou bien il fait ce qu'il veut. Voilà. Et ça peut aller même plus loin parce qu'il y a des gens dans la vie qu'on rencontre, avec qui on sort. Les personnes sont tellement possessives qu'elles vous envoûtent à tel point que peu importe le mariage où vous irez, vous n'aurez pas la possibilité de refuser de coucher avec elle. Que ce soit la femme ou l'homme. Il y a des gens qui font ça aux autres. Surtout nous autres, les gens qui ne voyons pas là, donc on est là, on se dit qu'on a trouvé la petite tout le temps, mais le jour qu'on décide de se séparer, ou bien par un événement, ou bien par certaines circonstances, on se sépare. Mais nous, on pense que c'est fini. Non, la personne nous a posé à un point où même si on est marié, même si on veut être fidèle à notre partenaire, mais dès qu'on croise cette personne-là, on succombe. C'est des choses qui existent, c'est des choses qui se font. Bon, allez, bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour DMG. C'est maintenant que je découvre votre émission. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. J'écoute souvent les histoires. Je vais vous raconter une histoire de ma part depuis le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, j'ai grandi. Je suis devenue une mamie qui a des petits-fils. Mais seulement quand on était enfant,
À cette époque, je devais avoir 14 ans ou 15 ans, mais j'étais vraiment jeune fille. Nous vivons à Pointe-Noire, Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville. Nous vivons là-bas et comme tous les enfants de cet âge-là, on avait des amis tout autour de la parcelle, des voisins, il y avait des voisines, donc on s'était vraiment familiarisés. Donc, un jour, on se dit, bon, on va faire un jeu. Comme dans notre quartier, bon, il n'y avait pas trop de lumière et toutes les parcelles étaient entourées des fleurs. Vous voyez les fleurs amères là. Les fleurs là qu'on a chez les Camerounais, ils appelaient ndolé. Donc, dans notre quartier là, souvent c'est ces fleurs là qui clôturaient les parcelles. Donc, quand il faisait nuit, le quartier était sombre. Le quartier était sombre. Donc, du coup, même si un parent t'envoie même vers 19h aller acheter quelque chose dans la rue, on avait vraiment fait peur parce qu'il y avait l'obscurité. Bon, nous, souvent, on jouait la nuit. On jouait la nuit, on faisait des jeux de cache-cache, on ne sait pas qu'est-ce qui nous prenait. On jouait souvent la nuit. On pouvait jouer au Nzango la nuit, vers 19h, comme dans notre parcelle, c'était une grande cour, on pouvait jouer au Nzango la nuit. On pouvait jouer au cache-cache la nuit. Et un jour, on s'est pris donc le luxe, on s'est dit, bon, comme le quartier est sombre, on va commencer à faire peur aux gens. On était peut-être 7, c'est les amis, hein, les amis tout autour des parcelles voisines. Donc là, il y avait une fille, c'était des amis. On dit, on va commencer à faire peur aux gens. Et qu'est-ce qu'on fait? À cette époque-là, on achète donc un drap. On se dit, on va se cotiser 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Et puis, on s'est acheté le drap. Un drap blanc, comme à l'époque, lorsqu'une personne est décédée, on l'enterrait avec des draps blancs. Ce n'est plus maintenant là qu'on peut acheter un drap fleuri. Mais c'était les draps blancs. Donc, nous, on fait quoi? On va au marché acheter un drap blanc qui coûtait 1500 à l'époque. Et on prend notre drap, on le cache dans la maison. Et on attendait donc chaque soir, de 19h, quand le quartier était vraiment sombre, qu'est-ce qu'on fait? Dans notre groupe d'amis d'enfance, là, il y avait une plus jeune qui était là, plus jeune. On se dit, bon, qui veut jouer au diable? Et elle se montrait toujours garante, non, c'est moi qui vais être le diable, c'est moi qui vais être le diable, ok. Donc, elle prenait le drap, on la couvre du drap. C'était une fille, nous, à cette époque-là, si on avait 14 ans, elle devait avoir donc 10 ans. Donc, on la couvre du drap, tout le corps, la tête jusqu'aux pieds. Et on va le mettre quelque part, là où il y a beaucoup de fleurs, au coin d'une parcelle, au coin d'une ruelle, là où il y avait beaucoup de fleurs. Donc, elle attendait les passants. Et quand quelqu'un passait, elle ne faisait pas peur à ce passant-là. D'où chaque passant qui passait là réclamait, non, voilà, dans telle ruelle, au coin de la parcelle de monsieur Intel, il y a un esprit qui se met debout là, un mauvais esprit. Et cette nouvelle-là se répandait même la journée. Et nous, quand on finissait de faire notre jeu, non, on emballait notre drap, on le remet dans le sachet, et puis on va cacher, on attendait encore le lendemain pour jouer encore à notre jeu. Donc, la nouvelle se répandait, commençait à se répandre dans tout le quartier. Voilà, dans tel quartier, telle ruelle, il y a un fantôme, il y a un fantôme, il y a un fantôme, il y a un fantôme. Faites attention, n'envoyez plus les enfants la nuit dans la rue, tout ça, tout ça. Et nous, ça nous amusait à tout moment. On était là, on a viens, diable, viens. On emballe le drap blanc, et puis on va le mettre dans un... On le met toi ici, elle se cache là, et puis elle commence à faire peur aux gens. Et voilà, ce problème va arriver jusqu'au chef du quartier. Nous, on était enfants. Ça va arriver jusqu'au chef du quartier. Le chef du quartier va convoquer donc tous les parents des parcelles voisinantes. Il y a réunion chez le chef du quartier. On va parler, ils doivent parler de ce fantôme qui est en train de faire peur aux gens, tout ça.
Et avant ça même, avant qu'il y ait réunion, c'est le chef du quartier qui passe dans les rues, qui parle à haute voix, qui fait peut-être, comment est-ce que je peux appeler, un cri d'avertissement. Attention, vous tous là qui avez votre fantôme que vous avez lâché dans la rue, que vous avez lâché dans la rue. Attachez-le, gardez bien votre fantôme. Vous l'avez libéré, voilà que votre fantôme est en train de nuire aux gens. Faites attention, si on prend les dispositions, on prend les dispositions, vous allez voir ça. Donc, attachez votre esprit, attachez. Et nous, étant enfants, on écoutait, on voyait tout ce qui se passait, mais on ne se rendait pas compte que le fantôme dont on parlait là, c'était ce jeu-là que nous faisions la nuit. Et on a continué, on n'a pas lâché. Comme ça persistait, et voilà le chef du quartier qui va convoquer une réunion, il va appeler tous les papas des parcelles voisinantes, là, il y a réunion. On doit débattre le problème de cet esprit-là qui est en train de se mettre debout au coin de la rue. Tout le monde est en train de le voir. Chaque personne qui passe me dit qu'il y a un esprit là, habillé en blanc. C'est une petite fille habillée en blanc. Et ce jour-là, comme là où il y a la parcelle du chef du quartier, souvent on partait, les gens qui avaient des palabres dans leur maison, dans le quartier, partaient souvent arranger les problèmes là-bas. Et souvent, quand on débattait d'un sujet, il y avait des gens tout autour qui suivaient le débat. Et nous aussi, ce jour-là aussi, nous aussi, on est là. Notre petit groupe là, on est là pour aller écouter de quoi il s'agissait. On est là, on écoute. Non, voilà, il y a une petite fille qui peut-être, ne sais pas, il était décédé où, le diable là, on est venu le placer là, le diable là, tout le monde le voit, le diable là, en tout cas attaché, prenez juste maintenant là, on va faire quelque chose si celui qui a libéré son diable dans la rue, si quelque chose lui arrive, tant pis. On est là, nous on écoute. On est des enfants, on écoute, non? Bon, nous on se dit que c'est pas nous. Nous c'est notre jeu. On est en train de faire notre jeu, donc ça ne nous concernait pas. Et le lendemain, on répète encore la même chose. On continue à jouer à ce vilain jeu-là. Et voilà, or que quand les chefs du quartier se sont concertés, or ils sont allés voir, ils ont fait des choses. Ils ont fait donc des choses pour piéger là où souvent on voyait ce diable-là. Là où on voyait toujours cette petite fille habillée en blanc là, on est allé mettre des pièges là. Et nous, on a continué avec notre jeu. On n'a pas cessé. On n'avait même pas une fois réfléchi. Bon, on était des enfants. On n'a pas réfléchi que peut-être ce qu'on est en train de dire là, ça nous concerne. Non, nous, on faisait notre jeu, on jouait, on faisait peur aux gens. Donc nous, puisque les grandes personnes sont en train de parler du diable, nous ne sommes pas des diables, nous sommes en train de jouer, donc ça ne nous concernait pas. Et on a continué jusqu'à ce que cette petite-là commençait à tomber malade. Elle commençait à tomber malade. Nous aussi, on ne savait pas. On commençait à tomber malade, et grandit un peu cette maladie, elle a pris beaucoup d'années. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle est malade. Oh, voilà, c'est le sida. Quand nouvellement, le sida avait apparu. Donc, soi-disant, c'est le sida est une maladie inguérissable. Mais comment est-ce qu'il a eu ça? C'est une petite fille qui ne connaissait pas encore les hommes. Non, c'est avec les gilettes et tout ça. Donc, on ne comprenait pas pourquoi cette petite-là que je prénomme aujourd'hui, je vais juste masquer le nom, je vais dire le nom peut-être Aline, pourquoi Aline tombait malade. Jusqu'à ce que nous nous sommes mariés, on a grandi, on l'a laissée un peu souffrante. Franchement, elle a grandi dans sa maladie. Elle a grandi dans sa maladie jusqu'à ce que ses parents aussi partaient chercher pourquoi leur fille était tombée malade brusquement. On leur avait dit que c'est le quartier qui a tué leur fille. Donc la maman aussi, parfois se levait, disait, le quartier libérez mon enfant, mon enfant, vous avez attrapé mon enfant, vous avez mis mon enfant, je ne sais pas. Nous, on ne comprenait rien. Donc c'est quand nous avons grandi que nous sommes mariés maintenant, là, je suis une mémé, j'ai des petites filles, mais des petits enfants maintenant, que je commence à réfléchir. J'ai dit, mais tiens,
Mais ce jeu-là, c'est ce jeu-là qui a mené la petite Aline à la mort jusqu'à ce que Aline est décédée. Elle est décédée. Donc un jour, je suis déjà mariée, un jour je fais un tour à Pointe-Noire auprès de mes parents pour une visite familiale et j'étais en train d'expliquer ça à mon père, là il était encore en vie. Je dis papa, est-ce que tu sais que nous à telle époque, nous on faisait tel jeu. C'est nous qui étions, on prenait tel papa. Est-ce que tu te rappelles de cette petite-là qui vivait ici, là, qui était décédée? Papa dit oui, mais nous, on faisait un tel jeu, on l'habillait en blanc, tout ça, on le mettait souvent au coin là. Donc, souvent, quand on parlait les choses au chef du quartier là-bas, mais c'était nous, mais nous, on ne savait pas qu'on parlait de nous. Et quand je parlais de ça, papa me regardait seulement tranquille, me fixait là. J'étais déjà mariée, j'avais des enfants. Donc, je sentais mon père qui me regardait, me fixait, me regardait. Donc, je l'expliquais ce qu'on faisait quand on était enfant. Jusqu'à ce que cette Aline-là est venue décéder, est venue mourir. Et ce jour-là, papa n'avait dit ni mot, ni une phrase, il ne m'avait jamais répondu. Donc, je réfléchis, je dis, mais nous avons envoyé cette petite-là à la mort. À la mort. Donc, jusque-là, je pense toujours à cette petite-là. Je dis non, pour un jeu, un petit jeu. Et voilà, on était tellement naïfs, on ne savait pas ce qui se passait. Et voilà, la vie d'une personne était partie. Elle était toute jolie, elle était belle, cette petite-là. Elle avait de l'avenir en elle. Et voilà, c'est seulement pour un jeu qu'elle était morte. Donc, comme leçon de morale, c'est pour demander aux parents de surveiller toujours les enfants. Surveiller toujours les enfants, même par leur jeu, quand les enfants jouent. Surtout nous, on jouait surtout la nuit. On ne sait pas pour quelle raison on jouait la nuit. On avait une grande cour, mais on aimait seulement jouer la nuit. Donc, demander aux parents de vraiment surveiller les enfants, de surveiller les parents, les enfants, de surveiller les jeux des enfants, de surveiller. Et surtout, quand quelque chose comme ça se passe, et surtout, les parents doivent être en prière. Beaucoup prier de protéger les enfants. Et voilà, DMG, c'est ça mon message. Vraiment, continuez avec votre émission. Je reviendrai plus tard pour vous raconter aussi encore une deuxième histoire que moi-même j'avais vécue. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonsoir, DMG. Ok, moi, je préfère taire mon nom. Voilà, j'ai un jeune homme au moins de 30 d'années. Voilà. Mais mon histoire que je voudrais vous raconter, c'est une histoire qui date de 1997. Oui, c'est une histoire que j'ai vécue chez moi dans ma famille. Ça, c'est réel, une histoire qui s'est passée réellement chez moi dans ma famille. Bon, c'était un jour, je ne me portais pas bien, j'étais couché à la maison. Et avec mon petit frère et mon grand frère, ils étaient allés au champ pour aller couper les feuilles de koula. Donc, quand ils sont arrivés là-bas dans la forêt, mon grand frère restait mon petit frère à au moins 5 mètres derrière lui. Mais à un moment donné, lui se retourne, il ne voit pas mon petit frère. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à l'appeler par son nom. Et c'est comme ça que mon petit frère a répondu. Mais quand il répond, mon grand frère ne le voit pas. Il appelle, il ne le voit pas. Mais quand il appelle, il répond. C'est comme ça qu'il s'est mis à courir, venir vers le village. Quand il est arrivé, j'étais toujours couché sur mon lit. Et c'est comme ça qu'il a commencé à crier, à appeler le nom de notre papa. Que vraiment, notre petit frère est disparu dans la forêt. Et c'est comme ça tout le monde, le village est sorti abondamment. Tout le monde s'est dirigé dans la forêt. Mais chose étonnante, quand ils sont arrivés dans la forêt, dès qu'ils ont appelé le nom de mon petit frère, le voilà, il apparaît, il a arrêté. Il a apparu plus tôt, il a arrêté. Et c'est comme ça, ils l'ont pris pour venir à la maison. Bon, il n'avait rien, il se portait bien, on lui a même posé la question. Lui-même dit qu'il ne sait pas ce qui se passe au juste. Lui-même, il s'est dit, il est troublé, il ne sait pas ce qui se passe. Lui, il n'en connaît rien de plus, quoi. Il n'en sait rien même. Donc, les parents leur donnaient des choses
C'est pas ça, c'est passé. Ok. Quelques mois seulement après, mon petit frère et ses amis sont là nettoyer derrière notre cour. Qu'ils voulaient jouer au football, donc ils voulaient nettoyer derrière la cour pour jouer le football. Mais chose étonnante, son ami d'enfance lui machette le pied. Toutes les nerfs sont coupés. Toutes les nerfs, il a macheté à la cheville. Toutes les nerfs sont coupés. Et mon petit frère, lui-même qui est blessé, n'a rien vu dedans. Et il continuait toujours de nettoyer. C'est arrivé à un moment donné, le sang saignait fort. Et c'est un de ses amis qui dit, mais telle personne, regarde ton pied. Regarde comment tu es blessé. Et il dit que quoi? Et c'est maintenant que lui-même s'abaisse et puis regarde. C'est comme ça on l'a pris directement à l'hôpital. Soit le cousu le pied, soigné jusqu'à le pied est fini. Quand le pied est fini, le petit a repris ses écoles. Il va à l'école. Et puis, je vais vous dire, c'était un petit frère, il brillait. Il était tellement brillant à l'école. Il était encore petit, mais il brillait fort. Oui, il était toujours classé parmi les 2 premiers, il est parmi. S'il n'est pas premier, il est deuxième. Le petit a recommencé ses études. Je vous le jure, ça n'a même pas arrivé. Quand le pied est fini, ça n'a même pas arrivé 1 mois. Mon petit frère est tombé malade. Si je vous dis, quelqu'un qui est malade et que tu prends ta main, tu touches son corps, je vous ai dit, c'est comme on l'a mis en formol. Je n'arrive pas à croire. Je n'ai jamais vécu ce genre de scène. Tu prends ta main, tu mets sur le corps de mon petit frère. Je dis, tu ne peux pas mettre ta main sur son corps, tellement c'est glacé. On dirait formol. Mon petit frère, tombé malade, ça n'est pas arrivé 4 jours. La mort directe. Mon petit frère est décédé. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que mon petit frère pourrait nous quitter facilement. Et c'est après son enterrement qu'ils sont allés consulter maintenant. Ils ont vu que non, mon petit frère a été tué par sorcellerie. Tout a commencé le jour où il a disparu dans la forêt. C'est ce jour qu'ils ont pris l'âme de mon petit frère. Vraiment, c'est pour vous dire une histoire que tu n'as pas vécue. Il ne faut jamais dire que ça n'existe pas. Ça existe. Vraiment, c'était mon histoire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à tout le monde ici. Ok, j'ai l'habitude d'écouter votre message souvent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon histoire avec vous. C'est très long, hein, mais on va essayer de couper. Bon, moi je suis à Abidjan, je suis en Côte d'Ivoire. Ça pour vous dire que le dehors n'est pas du tout bon. Surtout que même celui que même vous partagez votre intimité avec lui, c'est celui même qui peut vous tuer. Ça, c'est mon propre histoire à moi-même. Tout dernièrement, là, en 2022. C'est cette année que j'ai décidé. Vraiment. C'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Je travaillais dans un boîte de nuit que je croisais un jeune. Je croisais le jeune, vraiment c'était un jeune, le jeune brouteur et autres, mais je n'ai pas précisé son nom ici. Donc il m'a dragué, un peu, il venait derrière moi et autres. On a commencé à sortir ensemble. On a fait des mois ensemble, des mois ensemble. Donc, comme j'avais trop déjà duré dans le coin où je travaillais, donc je vais partir. Je lui ai dit, mon chéri, voici ce qui est sur mon compte. Est-ce que tu peux me compléter pour que je puisse faire un petit coin? Il m'a dit, que vraiment, il peut m'aider, mais lui, son argent ne peut pas aider une femme. Mais il peut me donner le numéro de un monsieur qui va produire mon argent. Il a dit, comment ça? Il dit, non, que c'est pas compliqué. Voici le numéro, appelle le monsieur pour lui dire, lui dire ce que tu veux, il va t'aider. Donc moi, je ne pourrais pas m'imaginer que
C'était, comment on appelle, un futur show. Donc j'ai appelé le monsieur, on a commencé à causer. Il m'a dit qu'il fait le travail à 700 000. Il dit, ok, tu fais le travail à 700 000, mais moi, telle personne ne m'a pas dit. Il me dit, que si tu ne fais pas, tu vas mourir déjà. Parce que j'ai déjà pris ton nom, j'ai déjà pris le nom de ta mère et puis le nom de ton père. Donc c'est obligé que tu fasses, sinon tu vas mourir. Tu es déjà dans un cercle que ton ami là t'a déjà mis dedans, il t'a pas dit. Parce que je lui ai dit qu'on ne dit pas à quelqu'un. Donc c'est comme si tu es déjà dedans. Si tu ne fais pas, tu vas mourir. J'ai commencé à pleurer chez lui. J'ai commencé à pleurer. Donc je lui ai envoyé tout l'argent qui était sur mon compte. Parce qu'il m'a dit qu'il fait le travail à 700 000. Moi j'avais que 300 000 sur mon compte. J'ai envoyé. Après, 2 jours après, il m'a rappelé pour dire qu'il a déjà produit mon argent. Que mon argent a produit beaucoup. Maintenant il va me donner cette erreur que je dois faire. J'ai dit ok. C'est donc ça, on est resté. Quand je fais ça, il me dit non, que cet argent ne peut pas faire le truc qu'il m'a demandé. J'ai envoyé. Il me dit non, que cet argent ne peut pas faire ce que j'ai envoyé. Jusqu'à on a fait 1 an là-dedans. Toujours il me menace. Donc, en ce moment-là, celui-même qui m'a mis dedans, on dit qu'il ne faut plus jamais y l'appeler encore. Donc, au fur et à mesure, quand j'avais 1 an en train de dépenser, car j'ai peur parce qu'il me menace. Donc, finalement, un temps arrivé à un moment, j'ai stoppé tout. J'ai dit que je ne veux plus. Si il veut me tuer, il n'a qu'à me tuer. Donc, j'ai appelé un ami du jeune qui avait l'habitude de venir avec lui. Je lui ai expliqué. Il me dit qu'il ne faut plus jamais que je vais envoyer ces fois. Que c'est comme ça il est. Que c'est comme ça il est. Quels sont les gens qui vont dans les coins de Orange Money pour dire que j'ai dit, je me suis trompé, j'ai fait des poches sur mon compte. Et puis quand vous faites ce qu'il vous demande, votre argent revient sur votre compte. Et c'est comme ça il fait. Il travaille avec les gens pour arnaquer les gens. Que c'est un faux type. Donc vraiment, c'était vraiment pour vous dire à mes jeunes soeurs d'aujourd'hui de faire très attention à celui qui ressort avec lui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Donc ça fait pas mal de temps que je vous suis, que je regarde vos vidéos, que je suis vraiment instruit par les témoignages que beaucoup apportent dans la chaîne YouTube de DMG. Et honnêtement, je n'ai pas eu la première intention de faire le témoignage parce que la situation que j'ai vécue et que je vis toujours actuellement me crée en moi en fait, une honte et un recul. Du coup, j'ai pris vraiment mon engagement de partager ce témoignage-là afin que beaucoup soient touchés et puissent prendre également des précautions. Et puissent prendre vraiment des précautions. Bien, tout commence lorsque je suis né. Vous savez, lorsque vous êtes dans une famille où il y a eu à voir des mauvaises choses, lorsque vous mettez au monde un enfant, coup sûr, si la famille était dans les trucs louches, si la famille était dans des trucs louches, avait signé en fait en quelque sorte des pactes avec des esprits, soit ça influence le nouveau-né et la génération à venir. En fait, ça va de génération en génération. Moi, de base, lorsque je suis né, je n'étais pas destiné à rester longtemps, à vivre longtemps. Je n'étais pas destiné à vivre longtemps parce que les esprits qui sont dans ma famille sont extrêmement puissants. Donc, je n'étais pas destiné à vivre longtemps, vu aussi la destinée que Dieu m'a donnée. La destinée que Dieu m'a donnée est vraiment grande. Du coup, je n'étais pas destiné à vivre lorsque je suis né. Et à ma naissance,
À ma naissance, lorsque je prends un mois, 2 mois, 3 mois, ainsi de suite, jusqu'à 1 an, tout allait bien. Tout allait vraiment bien DMG. Tout allait vraiment bien. Mais lorsque je vais entrer totalement dans la période de mes 2 ans, c'est là où tout va commencer. C'est là où tout va changer vraiment dans ma vie. Tout va vraiment changer. C'est comme ça que je suis totalement frappé par l'anémie. Je suis frappé par l'anémie. Or, je ne suis pas né avec l'anémie. Je suis frappé d'anémie à mes 2 ans. Mes parents ont cherché comment me faire soigner, comment guérir l'anémie, mais ils ne trouvaient pas de solution. On partait de centre hospitalier à centre hospitalier, en fait, d'hôpital à hôpital. Tous les jours, c'était comme ça. Chaque mois, on devait me transfuser. Chaque mois, on devait me transfuser. Chaque mois, on devait me transfuser. Et on ne savait plus quoi faire. Tellement on était déjà habitué à nous voir, à nous découvrir là-bas à l'hôpital. On était déjà tellement habitué à nous découvrir. C'est comme ça que j'ai passé mes 2 ans jusqu'à mes 5 ans. J'étais toujours constamment en manque de sang. Constamment en manque de sang. Alors que quand je suis né, je n'avais jamais eu de ce genre de problème. On s'interrogeait. C'est comme ça que vous connaissez les familles. Lorsque vous allez parler, les familles africaines surtout, lorsque vous allez parler d'une situation à un frère éloigné ou à une connaissance, à 50% ou à 90%, quelqu'un connaît une personne, un féticheur quelque part, qui peut résoudre le problème. C'est comme ça que on va suggérer à mes parents une maman ganga, je sais pas, une maman ganga, je sais pas si on appelle ça comme ça. En fait, c'est une prêtresse, si je peux le dire ainsi. DMG, il ne fallait surtout pas faire cela. Si on s'était consacré uniquement à, je sais pas, en fait, à faire autre chose, mais pas aller me mettre dans les consultations comme ça et me faire des consultations chez des marabouts. Il ne fallait pas. C'est comme ça qu'on m'emmène chez la maman en question, en brousse, au fin fond de la brousse. Là, j'avais 5 ans. On m'amène au fin fond de la brousse. On m'amène. C'est comme ça qu'on arrive au lieu de consultation chez la maman, une vieille maman. C'est comme ça elle me prend, elle me consulte. Elle va donner une condition à mes parents pour que je puisse retrouver la guérison. Elle va dire, bon, voilà, on va soigner l'enfant. On va soigner l'enfant. Mais pour que la guérison soit opérée, voilà ce que vous allez faire. Vous allez partir acheter de la nourriture, c'est-à-dire la volaille. C'était le poulet, je crois, parce qu'il fallait que ça puisse avoir les os. C'était de la volaille. Et elle va dire que lorsque vous allez manger, vous allez préparer la volaille et que vous allez commencer à manger, que personne ne puisse casser l'os, les os, que personne ne casse. Parce que si vous cassez l'os là, ça ne pourra pas fonctionner, ça ne pourra pas marcher. Chose que mes parents ont fait, ils sont allés acheter et ils se sont exécutés. Et tout, ils ont amené les os. C'est là où le pacte a commencé. Parce que les incantations, les prières que la maman a eu à faire jusqu'à aujourd'hui, DMG, ça bouleverse toujours ma vie. Dans le mystique, dans le spirituel, ça bouleverse toujours ma vie. Mon sang est sucé à n'importe comment. Et récemment, on était à l'hôpital, sans sortir bien sûr du contexte historique, je vais revenir. Récemment, on était à l'hôpital et on m'a déclaré anémie sévère. Et absolument à tout prix, il fallait me faire une ponction lombaire, pour ceux qui connaissent.
Et vous savez que la ponction lombaire est très dangereuse. Elle est vraiment très dangereuse pour trouver. On a fait beaucoup d'examens. IMG, je n'ai jamais reçu des examens comme ça. Examen sur examen, piqûre sur piqûre. On me prenait des tubes de sang pour faire des examens d'IMG. Mais on ne trouve rien. On ne trouve rien de chez rien. On ne trouve vraiment rien. On ne trouve rien. Donc, ici, il faut revenir dans ce que je disais. Donc, lorsqu'on a fini de me soigner, c'est là où les choses vont vraiment démarrer difficilement dans ma vie. C'est-à-dire le monde des ténèbres a commencé vraiment à travailler avec moi pour me dérouter vraiment, pour me détourner vraiment de la voie que le Seigneur avait. Moi, je me dis que c'est comme ça, me détourner de la voie que Dieu avait déjà tracée pour moi. Parce que les choses que je veux me mettre à faire, les choses que je veux me mettre à entendre, je ne les avais jamais fait et jamais entendu de ma vie. Jamais. Jamais. Jamais entendu de ma vie. Jamais entendu de ma vie. Le malheur ne vient jamais seul. C'est comme ça que j'ai grandi avec ça jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011. Dans 2013. C'était 2013 parce que j'étais en 5e année. J'étais en 5e année. En 2013-2014, je passais le CEP. C'est comme ça que dans ma classe, les parents vraiment faites attention à toujours vérifier vos enfants lorsqu'ils rentrent de l'école. Lorsqu'ils rentrent de l'école, surtout ceux-là qui sont déjà dans des classes d'examen, là, le diable travaille beaucoup pour détourner. Voilà pourquoi vous voyez, il y a d'autres enfants qui terminent dans la prostitution alors qu'ils étaient rapprochés de leur examen. D'autres terminent dans ceci, cela, louche, dans des affaires louches. Dans les affaires louches, faites vraiment attention, surveillez vos enfants. Surveillez vraiment vos enfants, les mauvaises compagnies corrompent vraiment les bonnes mœurs. Ça, c'est vraiment, ça c'est vrai. Et je ne raconte pas l'histoire d'une personne, c'est mon vécu, c'est mon histoire que moi-même j'ai vécu. On va dire que jusqu'à aujourd'hui, spirituellement, mon sang est sucé à chaque mois. Il faut que je prenne des médicaments de sang. À chaque mois, j'ai fait des prières, ça ne réussit pas. On fait des examens, je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Donc, en 2014, c'est comme ça que dans ma classe, la classe à laquelle j'étais, il y avait un groupe d'élèves. Nous étions un groupe de garçons. Et on nous appelait nous surnommait les matures en fait. Maintenant, je subissais les brimades, c'est vrai. Et dans le groupe, on était un groupe, on était un cercle. C'est comme ça que dans le groupe, on faisait souvent des challenges. Aujourd'hui, on se montre excusez-moi du terme vraiment. Aujourd'hui, on se montre l'anus. Demain, on se montre les sexes. C'était comme ça. En fait, le concours du sexe le plus long, le plus gros, en fait, c'est comme ça qu'on faisait les choses. Et dans le groupe, dans le cercle auquel j'étais, il y avait des aînés, des adultes, les seniors, si on peut le dire ainsi. Eux, en fait, ils nous racontaient leur expérience dans le domaine de la sexualité. Moi, j'étais vulgaire, vulnérable, si je peux dire ça comme ça. Donc, je n'y prêtais vraiment pas attention. Mais lorsque un jour, l'enseignant n'était pas là, c'est comme ça qu'on a fait notre réunion. Il n'y avait que des garçons. On a fait notre réunion, on a montré, comme d'habitude, on montrait nos sexes et tout. C'est comme ça que l'un des grands qui était là dans le cercle, le senior, il a commencé à raconter ses expériences de masturbation. Il va dire non, essayez, c'est bien, et tout, faites ça, voilà, comme ça, vous êtes à la douche, pensez à ceci, pensez à cela, vous êtes à la douche et tout. DMG. Lorsqu'il a fini de parler de ça, moi, ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a vraiment rien fait. Ça ne m'a vraiment rien fait. 2014, 2015, ça ne me disait rien. Jusqu'à ce que j'arrive en 6e.
Dans ma famille, personne n'a atteint ce stade de la 6e. DMG, je suis vraiment dans une famille vraiment... Non, l'homme fort, le démon qui est là est vraiment puissant. Il faut vraiment que la prière du Seigneur puisse davantage parce que le Seigneur m'a préservé. Depuis que j'ai été emmené chez le Ganga jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me prouve quand même son amour. Il me protège de la mort et des mauvaises choses. DMG, c'est en 2016, lorsque 2016, je ne vais jamais oublier cette date, le 11 septembre, le 12 septembre, je crois. Le 12, oui, c'est le 12 septembre 2016. 12 septembre 2016, c'est là où je m'en vais me laver. Et en partant me laver, j'entends une voix qui me dit, tu te rappelles de ce que je t'assure, DMG. J'étais en train de me laver comme ça, j'entends la voix qui me dit, tu te rappelles de ce que le Seigneur de ton cercle t'avait dit, il y a de cela, lorsque tu étais en 5e année. Bon, tu es là, essaye d'abord un peu, essaye, vas-y. C'est comme ça que je commence à faire, je commence. J'éjacule. Ma première fois de le faire. Et DMG, de jour en jour, je prenais goût. Je commençais toujours à prendre goût. Tous les jours, je prenais goût. Jusqu'à ce que l'esprit là s'est installé en moi. Je ne pouvais plus vraiment me délivrer de ça. Quand j'essaie de me délivrer, je fais 1 mois, 2 mois, 1 jour autant pour moi, 2 jours, 3 jours. Après, je retombe. 1 semaine, je retombe. 3, je retombe. Le diable met les stratégies devant moi tous les jours, DMG, pour me faire périr. Si tu pouvais savoir combien de fois j'ai échappé à la mort. Quand on dit que non, là, s'il faut revenir dans le temps, j'étais à un point où avant qu'on m'amène chez avant qu'on m'amène chez le Ganga, j'étais à un niveau où je suis dans le coma pendant 1 semaine. DMG, dans le coma comme ça, je suis là pendant 1 semaine. On dit oh non, on va débrancher l'appareil, on va débrancher les appareils. Je ne respire pas, je suis là couché dans le coma. Mais avec la grâce de Dieu, tous ceux qui étaient là racontent que lorsque je me suis réveillé, je me réveille avec un chant, avec une chanson chrétienne, avec une chanson autant pour moi chrétienne. Et TMG, lorsque je me réveille avec cette chanson-là, tous ceux qui étaient là, même mes parents, quand ils me font souvent, ils me racontent souvent ça, ils me disent que tous les enfants qui étaient dans la salle là, tous les enfants là, tous ont été guéris le même jour, DMG. Le même jour. Tous ont été guéris. Tous ont été guéris. Et bizarrement, depuis le jour où j'ai été consacré, j'ai reçu ce baptême satanique là, cette guérison satanique. Moi, je me dis qu'il y a eu des échanges qui ont été faits. Il y a eu des pactes qui ont été signés pour que je puisse retrouver et recouvrir la guérison. Il y a eu des pactes qui ont été signés. Ils sucent mon sang, ils font des choses avec mon sang. C'est moi qui péris, c'est moi qui suis en train de subir. Si tu peux me voir là maintenant, je suis bien maigre et je vis avec ça tous les jours de ma vie. Quand le mois, à la fin du mois, le milieu du mois arrive, allez, bim, il faut m'amener à l'hôpital, me faire la transfusion. Soit je prends le Ranferrand, pour ceux qui connaissent. Soit je prends le Ranferrand. C'est comme ça que je reviens dans l'histoire de la masturbation. Jusqu'à aujourd'hui, DMG, je suis prisonnier. Je suis prisonnier de ça. Je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive vraiment pas à sortir. Je suis vraiment prisonnier de ça. En 2017, l'année où je vais vraiment accepter Dieu, parce que non, là, Seigneur, je n'ai que toi pour me délivrer de ça. Je n'ai que toi. Je ne gagnais plus à l'école, DMG. Mes notes à l'école étaient catastrophiques. En fait, j'étais déjà réduit à néant. J'avais tellement noirci, DMG, j'étais tellement devenu noir, carbonisé. Noir,
En fait, on se moquait de moi déjà partout. Oui, noir, noir, noir. Or, sans savoir DMG que non, je me dirigeais déjà de plus en plus dans la tombe. Dans la tombe. Dans la tombe. J'étais déjà dans la tombe. Calciné, bien noir. Bien noir et maigre. Mon sang ne faisait que se vider, vider. Chaque milieu du mois, il faut déjà s'attendre à acheter des renferrons. Chaque milieu du mois, il faut s'attendre à acheter des renferrons. En 2017, lorsque je veux me convertir, je vais accepter le Seigneur en 2017 pendant la Pâque. Je vais accepter le Seigneur. C'est comme ça que l'année où j'accepte le Seigneur, je veux en fait faire un rêve. Je veux faire un rêve là-haut. Une grande lumière m'environnait en fait. Une grande lumière apparaissait sur moi. Et en fait, je sortais d'un cercueil en fait. Je me vois allongé dans un cercueil bien noir. Et ma mère également a eu à faire le même rêve de moi. Je suis là allongé, bien noir. Je me regarde dans le cercueil, je suis bien noir. Et lorsque j'accepte le Seigneur, j'ai fait ce rêve-là où je reviens à la vie en fait. Je reviens à la vie. Une force, en fait, c'était un combat pour qu'on me ressorte de ce cercueil pour revenir à la vie. C'est comme ça que je vais commencer à méditer, à prier, à faire des prières. Mes premières fois de prier, sincèrement que Seigneur, là, je vais sortir de là. Mais bizarrement, pendant que tout ça arrivait, je ne réussissais jamais à sortir de la masturbation. Je ne comprenais jamais que comment est-ce possible que je fais un rêve là où je reviens à la vie, je suis délivré et tout ça, mais je ne sors jamais de la masturbation. Comment est-ce possible? J'ai duré avec ça. Et les images là où mon arrière-grand-mère qui est décédée récemment là, elle est décédée. Et les images là où elle me donnait toujours le vin. Toujours. Quand j'avais 5 ans. Pourtant, moi-même, je n'étais pas conscient qu'on me donnait du vin. Mais j'avais toujours ces images-là en tête. Que, attends, c'est quel vin le fait que me donnait le vin, le fait qu'il me donnait le vin dans le rêve. On ne fait que me donner le vin, Et quand je regarde le visage, c'est mon arrière-grand-mère. Attends, mais mamie, tu fais quoi là? Toujours en train de me donner le vin. Elle me répondait jamais. Jusqu'à ce que je fais un rêve là où je suis dans une chambre noire avec des bougies et il y a un grand cercle. Et c'est comme ça qu'un gros serpent apparaît. Il me dévore. Le serpent me mange. DMG. Le serpent me mange. Il me mange. Je suis allé raconter la même chose. Je suis allé raconter le rêve à mon pasteur. Il m'a demandé de prier. J'ai prié. Mais le jour où on avait veillé de prière à l'église, c'est comme ça que je descends, vu que c'était une colline, pour entrer à l'église. Quand je descends la colline, en descendant la colline, je vois comment en fait quelque chose sort de moi. Une partie sort de moi et va dans l'herbe. Il y avait l'herbe à côté et va dans l'herbe. Je n'ai pas compris. Attends, qu'est-ce qui vient de sortir de moi? Je n'ai pas compris. J'ai expliqué j'ai expliqué la chose à mon pasteur en arrivant. Il m'a pas vraiment donné une suite à cela. J'entendais des voix. En fait, je ne passe pas vraiment des temps simples DMG. Des temps simples depuis que ce rituel satanique sur moi a été fait pour que je puisse retrouver la guérison. Des échanges ont été faits pour que je puisse retrouver la guérison. Des échanges ont été faits. Jusqu'à aujourd'hui, je suis prisonnier de ça. Je suis prisonnier. Vraiment, DMG, la morale de ça, c'est de conscientiser vraiment les parents que, quel que soit le degré de maladie des enfants, de votre enfant, n'emmenez pas votre enfant faire des rituels.
N'acceptez pas qu'on puisse faire des rituels sur votre enfant. Faire des rituels, faire des rituels, faire des rituels. Et même si l'enfant guérit à cause de ces rituels, soyez-en sûrs, il y a des conséquences. Moi, je ne savais pas qu'en faisant ces rituels qu'on m'avait fait en étant inconscient, ça allait me poursuivre, ça devait me poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et bizarrement, à chaque fois, j'ai des forces bizarres dans mon corps, des envies de meurtrière, DMG. Voilà pourquoi je n'arrive plus vraiment à me battre ou à faire des trucs violents. Parce que chaque fois que je me bats, j'ai une colère noire et une envie meurtrière de tuer, en fait. Tuer, en fait, DMG. Tuer. Et depuis un temps, j'ai vraiment des hallucinations étranges. En fait, je me vois dans des sectes et tout ça, les incantations bizarres, DMG. Vraiment, famille, ne faites pas ces erreurs. Si vous avez déjà fait cela, moi, je n'ai pas eu la grâce d'aller renverser le sort. Parce que la dame qui m'avait consulté ce jour-là, depuis mes 5 ans, la maman est décédée, en fait. La maman est décédée et depuis là, je ne cesse d'avoir des pensées de repartir au lieu où on avait fait ce rituel-là et d'éterrer les os qu'ils avaient enterrés. Depuis là, j'ai cette pensée-là dans la tête. J'ai cette pensée dans la tête. Et la dernière fois que je m'étais battu DMG, j'avais eu un petit conflit avec mon frère, mon petit frère là, mon petit frère, celui qui me suit. Et DMG, je ne sais pas ce qui m'a appris. C'est comme si j'étais directement, en fait, possédé. En fait, j'étais possédé. DMG n'est passé qu'un seul point comme ça que je faisais du mal à mon petit frère. Je tuais mon petit frère parce que ce jour-là, j'avais complètement pris la décision de l'étrangler. En fait, j'étais déjà, en fait, j'étais possédé. Je sais pas. DMG. Et le jour, pendant que j'étais en train de presser vraiment son cou avec la force, c'est là où j'entends une voix que ne fais pas ça, c'est ton frère. Donc, quand j'entends cette voix, c'est comme ça que en fait, j'étais dans la surprise et c'est comme ça que j'ai accepté de fracturer mon pouce, en fait. Parce que c'est mon pouce qui faisait l'oppression sur son cou. Donc, en fait, mon pouce s'est fracturé. Mon pouce s'est fracturé que cette voix-là m'a dit, ne fais pas ça, c'est ton frère. DMG. Il y a des conséquences vraiment qui sont vraiment catastrophiques. Lorsque nous partons consulter des personnes que nous croyons pouvoir guérir nos proches par des rituels, par les sataniques, par les satanismes. La personne va parler au génie. Tu ne sais pas ce que la personne est en train de dire au génie. Peut-être c'est un échange. Peut-être c'est un échange que la personne est en train de dire au génie. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu veux juste que ton enfant soit guéri. Famille, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il y a l'expression qu'on dit, on va encore faire comment. C'est vrai, mais soyez vraiment des personnes qui prennent vraiment conscience. Si cette note vocale va prendre conscience, ou si une personne va se retrouver davantage à travers cette histoire, ce témoignage des mots vécus. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours prisonnier de ça. À cause de qui? De mes parents. À cause de mes parents. J'ai été livré au rituel pour que ma guérison pour que je sois guéri. J'ai été ritualisé pour que je sois guéri. On a eu à faire des incantations pour que je sois guéri. Et voilà, aujourd'hui, je suis impacté, je suis poursuivi. Je ne suis pas tranquille. Ma santé n'est pas bonne. C'est un peu ça, DMG. Merci beaucoup, la famille. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonjour DMG. Oui, j'aimerais vous faire part de mon histoire que j'ai vécue. Une histoire qui m'a fait un peu peur et que j'ai échappé grâce à mon instinct de survie et à ma croyance. Il y a de cela 10 ans, j'étais dans un lycée de la ville de Douala. Et dans ce lycée, je venais d'entrer. Donc mes parents sont quittés d'une ville à une autre ville, là où nous avons construit notre maison. Et j'étais nouvelle en classe de terminale.
j'ai rencontré des filles dans ce lycée, puisque je venais d'un quartier UP vers un nouveau quartier où on construisait. Les filles que j'ai rencontrées là-bas, ce sont vite fait mes amies, et c'était des filles qui étaient au lycée où on avait peur d'elles. Donc les filles, comme je quittais d'un endroit un peu UP, elles m'ont mis dans leur cercle. On faisait un peu de désordre, on sortait avec les enseignants, surtout les vacataires. On allait s'asseoir dans les supérettes, non loin du lycée. Et beaucoup de nos camarades nous craignaient un peu parce qu'on avait un niveau de vie un peu très élevé. On faisait des petites réunions en classe de 25 000 à cotisation. On allait en boîte. On était un cercle de 5 filles ou à 6 filles. Et on avait une meneuse de groupe. C'est la meneuse de groupe qui me disait tout le temps ce qu'il fallait faire avec les enseignants. Tel enseignant avec qui il fallait sortir, tel autre avec qui il ne fallait pas, qui avait une femme, que si je sortais avec lui, sa femme allait me rattraper et me taper. Elle me briefait du mieux qu'elle pouvait. Un jour, le censeur du lycée, et puisqu'on était constamment ensemble, a envoyé qu'on m'appelle. Il m'appelait constamment. Un jour, il m'a envoyé qu'on m'appelle dans son bureau. Il m'a dit qu'est-ce que je ne comprends pas en classe. Constamment, j'allais dans son bureau, on causait. Mais le jour après, il m'a demandé, il avait une intention. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je lui ai fait savoir que je ne comprends pas beaucoup le français. Donc, on avait une œuvre qu'on lisait, La Croix du Sud, à l'époque. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait, disons même, c'était en 2004. Et j'ai dit La Croix du Sud. Il a dit, bon, La Croix du Sud, c'est une œuvre un peu spatiale, mystérieuse. Genre, il faut beaucoup apprendre dans les étoiles, dans des trucs un peu superficiels. Il faut aller au-delà pour connaître la Croix du Sud, il faut aller au-delà. C'est ce qu'il m'expliquait. Et pour connaître ça, il fallait qu'il m'explique beaucoup de choses qu'il fallait d'abord avoir en connaissance. Il m'a dit de venir dans son bureau quand je serai prête. Je n'étais pas arrivée dans son bureau, mais pourtant il a toujours envoyé un élève de venir à la poste m'appeler. L'élève est venu m'appeler. Un élève de bas classe. Je suis allée encore dans son bureau. Il m'a dit que il aime le temps qu'il apprenne avec moi à connaître des trucs surnaturels pour comprendre l'œuvre La Croix du Sud que je voulais comprendre. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce qu'il faut? Il a dit qu'il fallait que je vienne avec ma Bible, et puis il allait me dire des trucs spirituels, qu'il fallait compléter des trucs spirituels, des versets, et puis on allait prier un peu. J'ai trouvé ça un peu facile puisque la prière, j'aimais beaucoup la prière. Je n'allais pas toujours dans son bureau. Il avait toujours envoyé un élève venir m'appeler parce que je prenais tout ça à léger. Quelque temps, j'étais allée dans son bureau. La dernière fois que je suis allée, j'avais ma Bible, le Nouveau Testament. Il a dit, il va m'apprendre comment faire. Je lui donne ma Bible. Il dit, il prend ma Bible. Il arrête ma Bible sous la table. Étant assise face de lui, je ne voyais pas ce qu'il faisait avec. Il me dit que quand j'aurai cette Bible étant dans la chambre, je prie seule. Il dépose des bougies sur la table, avec des bougies rouges qu'il avait déposées, des bougies blanches. C'était pas des bougies un peu conformes comme ce qu'on vend à la boutique. Ça avait des formes précises. Et c'était vraiment rouge et blanche. Et il dépose avec des trucs dans les paquets comme des poudres. Il dit que je vais brûler ces bougies en mettant de la poudre à la nuit. Et je le fais seul dans la chambre. Quand je me douche, je fais seul en lisant des versets qu'il avait au préalable écrit dans la Bible. Il sort, il reprend la Bible, il me tend, il me donne. Il m'expliquait comment je devais faire étant seul. Quand je me lave, je prends mon bain à la douche, je le fais et surtout je sois seule. Ça a été mon attention d'être seule. Je lui ai dit que nous sommes les filles à la maison. Moi, je suis dans ma chambre avec déjà une fille. Et on s'entend tellement et on utilise les mêmes choses. Il n'y a pas une minute que je peux faire seule dans la chambre. Et du coup, même la chambre n'est jamais fermée parce que tout le monde entre et sort. Et c'est comme ça qu'on vit. Il a dit non, il faut faire l'effort d'être seul. Je lui ai dit non, monsieur, je ne peux pas être seule dans ma chambre, ni dans la douche. Je ne peux pas être seule parce que parfois on se lave à 2, 3 dans la douche, nous sommes les filles et on n'a rien à se cacher. Si je fais déjà un truc comme ça, une de mes soeurs peut connaître et ça va m'affecter ou ça va affecter une de mes soeurs. Il dit non, fais comme je t'ai dit, en lisant les versets que je t'ai dit. Il insiste. Entre-temps, il y a les secrétaires là
qui ont les mêmes bureaux, qui se partagent, mais des postes différents, qui sont là, qui écoutent, parce qu'ils ne disent rien. Bon, ça m'étonnait un peu que ça devenait... J'avais un peu peur. Et quand je voyais les femmes là, à côté, qui ne disaient rien, qui passaient prononcer mon nom, puisqu'on me connaissait déjà comme une rombière à l'école, quelqu'un qui sort avec les enseignants, les profs, qui avait un groupe de filles. Elle ne m'appelle pas mon nom, elle me dit que c'est comment? Tu es avec le surveillant, c'est comment? Ah. Et puis, ça me faisait un peu perdre l'esprit que cela n'est pas trop mauvais. Et puis, j'ai eu un deuxième sens. J'ai ouvert la Bible. Quand j'ouvre la Bible, je vois que ce n'est pas la Bible que je lui ai donnée. Vous savez, DMG, quand vous allumez une bougie, vous mettez une feuille là-dessus, ça brûle. Quand ça brûle, c'est un peu... Ça commence déjà un peu à devenir marron. Le genre, c'est pas trop bleu, ça devient marron avant de devenir noir. Toutes les feuilles de cette Bible avaient cette apparence, du léger brûlé. Toutes les feuilles de cette Bible, je dis que monsieur, mais ce n'est pas la Bible que je vous ai donnée. Il dit que oui, c'est avec la Bible là que tu vas comprendre ce que je te demande de faire. Je dis que monsieur, je ne peux donc pas aller avec la Bible parce que la Bible que je vous ai donnée n'est même pas ma Bible à moi, c'est la Bible que j'utilise avec toutes mes soeurs. Il dit, non, je t'ai demandé d'apporter ta Bible toi seul, de venir, tu vas tout faire seul. Je lui dis que non, je ne vais pas rentrer sans ma Bible. Quand une de mes soeurs va dire qu'elle veut la Bible, je vais faire comment? Non, monsieur, remettez-moi ma Bible. Et il a insisté. Il dit que non, monsieur, je veux ressortir ici dans le bureau avec ma Bible. Je laisse la sueur couler sur lui. Il m'avait autant expliqué beaucoup ce que je devais faire, me mettre en confiance. Il ne savait pas que je pouvais lui dire que je veux sortir avec ma Bible. C'est comme ça qu'il prend ma Bible, il ouvre le tiroir, il prend la Bible que je lui ai donnée au Nouveau Testament, il lime sur moi. À peine j'ai esquivé, ça allait taper au mur, pam! Il dit, remets-moi la Bible là, je lui remets. Il dit, prends ton Bible, sors de mon bureau. Je suis sortie. Quand je sors, je suis sur la cour, c'était la récréation, je suis sur la cour, je vois la meneuse du groupe. Elle arrive, qu'elle m'avait vu venir de loin, comment on faisait la classe de terminale, c'était un peu loin du bureau. Elle arrive en riant, faisant les mimiques. Tu étais dans le bureau. Tu es dans le bureau. Tu es parti là-bas faire quoi? Il t'a dit non. Tu as suivi ce qu'il a fait. Il t'a dit non. Elle savait des choses qu'elle ne m'avait pas précisément dit. Elle savait beaucoup de choses sur ce monsieur. Elle s'est mise à se moquer de moi. Dit que tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Donc elle parlait des choses. Moi, j'étais encore dans les nuages. Je ne lui ai pas vraiment répondu ce qu'elle voulait que je lui réponde. Vraiment. Et puis, je suis restée... Cette année-là, je n'ai pas eu le bac. Il m'avait dit que tu ne vas même pas avoir le bac cette année. Tu ne vas rien comprendre. Et je ne comprenais rien parce que sur ma feuille de compo, quand on composait le bac, j'ai raté d'écrire mon nom au moins 3 fois. J'ai changé de feuille pour changer d'en-tête. J'écris mon nom, je n'arrive pas à écrire le nom. Je ne comprenais même plus rien. J'étais bête dans un sens que, alors que j'étais une fille intelligente qui avait soit les 17 en maths, et puis, vraiment, l'année qui suivait, j'ai changé de lycée. Je suis allée plutôt dans un collège de la place. J'avais mes 17 en maths, j'avais mes 17 en physique. J'étais eu la fille brave que je suis aujourd'hui. Et j'ai pris les nouvelles de notre meneuse de groupe. Elle était à Yaoundé. L'année là, elle a eu le bac. Elle est partie à Yaoundé. Mais après, on m'a dit qu'elle sortait avec rien que les grands types. D'ailleurs, en terminale, elle sortait déjà avec le frère d'un maire ici à Douala. Et elle importait le voile parce que le maire là était musulman à l'époque. Elle mettait donc le voile pour se faire musulman. Et pourtant, c'était une bazar. Elle mettait le voile parce qu'elle sortait avec lui. Bon, je vais taire le nom du frère du maire. Donc, ils ont les mêmes noms. Je vais taire leur nom. Donc, tout le temps, on m'avait donné une nouvelle, elle m'a dit qu'elle roulait en Mercedes. Elle changeait les Mercedes étant à Yaoundé. Elle était qu'avec les grands types, les ministres. Bon, peut-être elle s'est trempée, peut-être pas, peut-être c'est sa chance. Mais j'ai échappé à ce monsieur, à notre surveillant général. Je veux raconter mon histoire pour sensibiliser les jeunes filles qui sont dans les lycées. D'être forte. Quand elles voient quelque chose, qu'elles soient avisées. Qu'elles soient directement avisées, de ne pas accepter certaines choses, de ne pas facilement accepter ce qu'on leur offre ou ce qu'on leur dit. Que vraiment, le monsieur était mystique. Le monsieur était mystique. Et tout le monde savait. S'il tombait dans son piège, il n'était même pas marié. Ses femmes étaient parties, il vivait seul, là où il vivait non loin du lycée. Il vivait seul. Et on savait que ce monsieur est dans
dans la Rose-Croix. Tout le monde savait ça. Après qu'on m'a dit que tu ne savais pas, tu ne savais pas. J'ai dit que non, je ne savais pas. Il voulait en fait me mettre dans la Rose-Croix. Parce qu'il croyait que comme je sortais avec eux, je marchais avec eux, les enseignants, on partait boire, on partait faire la Java et puis je n'avais pas de tête. Mais après ça, quand je suis maintenant avec les amis, avec n'importe qui, quand on s'assoit, je réfléchis. Dans ma tête, je suis en train de prier. Je suis en train de prier que si quelque chose de mauvais se passe, que le Seigneur m'en préserve. Donc, aux jeunes filles des lycées qui sont dans les lycées, de vraiment être sur leur garde. Être sur leur garde. Faire attention de ce qu'elles reçoivent. Faire attention des paroles que les gens émettent. On s'est servi de la Croix du Sud pour vouloir m'empâter. La Croix du Sud était cette œuvre qu'on lisait à l'année là. La Croix du Sud. Elle est vraiment un peu surnaturelle. À certains endroits, on parle des astres de surréalisme. Je n'avais pas tout lu, mais je ne lisais même pas ces œuvres-là. Mais on a failli m'empâter avec ça. Bon, je raconte mon histoire pour que ça puisse sensibiliser les jeunes filles et pour dire que j'ai pu échapper. Je ne sais pas combien de filles pourraient peut-être ont pu tomber dans son piège, le piège de ce surveillant général. Mais je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai pu échapper dans ma vie. Ok, merci beaucoup à vous, DMJ. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage. Merci, portez-vous bien. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.